Bonjour à toutes et à tous. Donc, je commencerai par peut-être reprendre l'affirmation qui est inscrite derrière moi, là. La sécurité n'a pas de prix. Et j'y ajouterai, finalement, si elle n'a pas de prix, pourquoi aujourd'hui certains l'entendent comme un coût? Je pense que de répondre à cette problématique, ça repose à la fois les enjeux et ça trace des perspectives, en tout cas des réponses à la question. J'ai entendu ce matin, parce que bien évidemment les liens sont ténus entre la table ronde de ce matin et cette table ronde, les questions de sécurité système, questions de culture sécurité. Ces questions interrogent bien évidemment le sujet de repères collectifs. C'était déjà évoqué ce matin, mais la sécurité, donc des personnels et du ferroviaire et des circulations, s'est construite sur le long terme. C'est le temps ferroviaire en réalité. Elle s'est construite, alors parfois à la suite d'accidents, qui ont été rappelés ce matin, souvent à la suite d'évolutions technologiques, mais surtout et presque toujours à la suite ou à partir du travail, à partir donc des métiers. Les métiers sont donc centrales sur la construction de la sécurité. À partir de ce constat, cette sécurité, ou en tout cas j'ai entendu ce matin aussi le risque zéro, ou en tout cas la politique du risque calculé, certains considèrent que le risque zéro n'existe pas, qu'il n'est pas atteignable. À partir de ce constat, il parle de calcul de risque, mais attention, ne nous trompons pas de quel calcul dont on parle. Il ne s'agit pas de mesurer uniquement le risque. Il s'agit aussi de mesurer les conséquences, ou plutôt l'acceptabilité des conséquences économiques et médiatiques du risque encouru. Et donc une forme d'acceptation du risque et une forme d'assumer uniquement ses conséquences. À partir de ce constat, donc, il y a tout un travail qui était mis en œuvre par différents acteurs, et j'y reviendrai, sur une déconstruction d'un cadre normatif, très hautement normatif de la sécurité ferroviaire. Il s'agissait d'une part donc, de déconstruire les normes qui étaient souvent perçues comme un cadre trop contraignant pour certains employeurs, et d'autre part de transférer ou plutôt de transposer la responsabilité qui a été évoquée ce matin aussi, d'assumer ces risques de l'employeur vers le salarié. Dans un système ferroviaire hautement prescriptif, différents vecteurs sont mis en place et il y a différents donc, vecteurs d'érosion de cette prescription. Un des premiers vecteurs d'érosion qui a été évoqué, c'est effectivement les directives, règles ou paquets ferroviaires européens qui ont été appliqués, qui ont tous eu un impact plus ou moins direct ou indirect sur la sécurité. Il est évoqué aussi les systèmes d'interopérabilité. La STI OPE, pour la dernière en date, qui, elle, va effacer toutes les conditions d'aptitude physique, psychologique, mais aussi professionnelle en matière de sécurité. Des conséquences qu'aujourd'hui, on peine encore à mesurer, mais qui sont énormes, en réalité. Il y a aussi, sur le plan plus national, tout ce qui est décret, en l'occurrence actuellement le décret sécufère, la transposition de décret sécufère, qui lui participe à un transfert de responsabilité, entre autres, de l'employeur vers les salariés, de la charge donc du risque. Sur le plan aussi toujours national, il y a des sujets qui concernent directement les conditions de santé et sécurité des travailleurs, par exemple. Il y a, pour revenir un peu plus en arrière, alors c'est évoqué aussi ce matin, en 2018, avec les lois Rebsamen et les ordonnances Macron, et la disparition, la suppression des CHSCT, et de leur rôle et prérogatives, notamment en termes de prévention des risques. Et il y a, bien évidemment, sur le plan réglementaire, donc plus à la charge de la DGITM et puis effectivement de l'EPSF, qui sont en charge d'éditer des préconisations, une forme de dérégulation aussi également, d'allègement de la norme pour l'adapter aux conditions européennes.
Et bien évidemment, et j'en viendrai là, pas pour terminer, mais pas loin, encore un petit peu, oui, il y a ce qui est le rôle de l'employeur, en fait. Bien évidemment, l'employeur n'a pas attendu, et en particulier la direction SNCF, les injonctions européennes, nationales, de l'EPSF ou de qui que ce soit, pour lui-même supprimer les normes et les règles en matière de sécurité. Alors, dans un but unique, hein, c'est un but économique. Par exemple, elle n'a pas entendu, ou en tout cas aucune injonction européenne pour mettre en place l'ES. Aucune injonction européenne pour transférer les autorisations de départ du sol vers le bord. Aucune injonction européenne pour supprimer les agents d'escale en gare. Il y a une politique économique qui pèse sur la sécurité. Cette politique économique qui pèse sur la sécurité est bien sûr entretenue. Elle a des conséquences, en tout cas. Oui. Ah, arrêtez, d'accord. Ok, je vais m'arrêter alors. Juste sur les leviers utilisés. Les leviers sont multiples et j'y reviendrai dans un deuxième tour de table. Bien évidemment, elle va interroger, et j'y viendrai, sur l'organisation du travail, l'organisation du temps de travail, sur les moyens matériels, les moyens humains, les moyens, on a parlé tout à l'heure en termes d'infrastructure, donc l'investissement en termes d'infrastructure. Et il y a un autre levier qui est utilisé aujourd'hui, c'est que pour accélérer tout ce processus de déconstruction, il y a une stratégie de morcellement d'entreprise. En morcelant l'entreprise, on dérégule plus facilement et plus rapidement par l'abaissement des conditions sociales et les conditions d'exercice des métiers et donc d'exercice de la sécurité, en réalité. Alors, je partage sur le fait qu'effectivement, les mots ont un sens, il faut être très très précis. Cette notion de métier qui est au centre de la table ronde et de sa transformation, cette notion de métier a disparu. A disparu le 6 décembre 2021, en réalité. Elle a disparu à l'occasion d'un accord de branche, le champ conventionnel, qui est venu percuter cette notion de métier qu'on connaissait aujourd'hui, effectivement, on le sait jusqu'alors, dans l'entreprise historique, avec ce qu'elle rassemblait. Qu'est-ce que c'est que le contenu métier? Est-ce qu'un métier, c'est un emploi? Est-ce que c'est sa forme contractuelle? Aujourd'hui, effectivement, on a supprimé cette notion de métier, cette notion de système, de connaissance système, par la notion de contrat de travail. On est formé, on est perçu au regard de la réalisation de son contrat de travail et donc des tâches afférentes au contrat de travail. Et au regard du champ conventionnel qu'on a aujourd'hui, alors qu'il n'a strictement rien à voir avec le champ d'application, puisque là on parle du métier, et bien évidemment le champ d'application je l'entends dans un autre aspect, mais là sur le métier, on est sur un autre champ. On est sur qu'est-ce que c'est le métier? Qu'est-ce que c'est son contenu? Qu'est-ce qui est nécessaire pour l'exécuter? Est-ce qu'il y a une norme de métier commune à l'ensemble des cheminots? Aujourd'hui, au regard de ce qui s'applique aux cheminots, du champ conventionnel, il n'y a pas de norme. Ou s'il y a une norme, le cadre est très très large. Elle peut être appréciée différemment par les employeurs et avoir des conséquences très différentes en termes de sécurité et d'exercice du métier. C'est donc une forme de dérégulation. Il est évoqué ce matin de la filière 27. La filière 27, pour les plus anciens d'entre eux, c'est le dictionnaire de la filière, qui était supprimé à la suite du 6 décembre 2021, dans la foulée, en 2022, dans la transposition dans l'entreprise. Clairement, effectivement, cette notion de filière métier, de sens du métier, ça fait partie d'un cadre social qui dépasse le statut en réalité. Le statut est un élément de ce cadre social, mais le cadre social est bien plus large. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a deux populations de cheminots. Une population de cheminots, effectivement, qui bénéficie d'un cadre social avec des dispositifs statutaires, et une population de cheminots qui ont un cadre social, mais sans ces dispositions statutaires. Avec des différences notables, notamment en termes de rémunération. La rémunération est un élément qui fonde la sécurité. Lorsque la part variable de la rémunération est importante, et part variable de plus en plus importante dans la rémunération, dans la structuration de la rémunération, elle pèse lorsqu'elle est soumise à des objectifs économiques qui supplantent les objectifs de sécurité. Lorsque la rémunération, elle est construite autour d'une absence de grille, elle est construite autour d'une décision, parfois motivée ou pas, ou arbitraire, mais de toute façon
très opaque d'augmentation individuelle. Imaginez bien que dans ce cadre-là, lorsque les objectifs économiques s'imposent, lorsque le cheminot a à prendre des décisions, elle est beaucoup moins sereine, cette décision à prendre, que lorsqu'elle n'est pas soumise à une contrainte d'objectifs économiques, y compris en termes de sécurité. C'est un des fondements du statut, en réalité, se dégager de cette contrainte. Mais dans le statut, d'autres éléments ont été repris. On parlait des garanties disciplinaires, par exemple. Plein d'autres éléments. On a aujourd'hui, dans ce cadre social, des éléments qui sont partagés par ces deux populations. L'emploi, les effectifs. Alors, c'était évoqué ce matin. Alors, moins 17%, moins 13%. Plus de 15 000 emplois supprimés en 10 ans. Plus de 15 000 emplois supprimés en 10 ans. Imaginez que ça n'a pas de conséquences sur l'organisation du travail, sur l'organisation de la production, sur la sécurité, c'est complètement illusoire, ou c'est fallacieux. La formation professionnelle, aujourd'hui, la formation professionnelle, sur le champ conventionnel, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le Code du travail, en réalité. Un accord de branche obsolète depuis 2018, c'est-à-dire le lendemain de sa réalisation, de sa signature. On n'a rien. Et depuis 2017, des relances par 2018, des relances par, même avant, depuis 2015 d'ailleurs, en tout cas par la CGT, mais certainement par d'autres syndicats, en direction de la direction d'entreprise, pour relançons les négociations, instaurons un cadre de formation professionnelle avec ce qui était revendiqué par certains, y compris par la direction, un socle de connaissances important, partagé, au moins sur cette notion de sécurité système, cette culture sécurité. Aujourd'hui, on est en 2025, et on piétine encore à réaliser ça. On piétine encore, en entendant une érosion en termes de sécurité. La formation, la rémunération, les effectifs, et une forme de précarisation de l'emploi, double précarisation de l'emploi, précarisation à travers le contrat de travail, l'intérim, les CDD, une précarisation en termes de contrat entre entreprises, la sous-traitance, l'externalisation. Et tout un panel de possibilités laissées à la direction pour pacifier un peu plus. Décret 94, appliqué sur les chantiers clos, par exemple. Une zone d'ombre. Mais aussi plein d'autres systèmes comme ça. La direction a mis en place une culture du juste et équitable, avec ce qui était rappelé, je crois, tout à l'heure par M. Lavallée, la démarche FOH, acteur organisationnel humain, qui tend à devenir un facteur plus humain qu'organisationnel même. Puisque après ma première intervention, il y a un transfert de responsabilité de l'employeur vers le salarié. Donc bien évidemment qu'à travers cette nouvelle donne, lorsqu'on calque la démarche FOH, bien évidemment, ça tangue vers le H du FOH. Ouais, qu'une minute sur la formation et deux, trois autres thèmes. Une minute, pas plus. Alors, bien évidemment, la formation est centrale dans nos échanges sur l'établissement de la sécurité, du niveau de sécurité. Alors, sans y répondre directement, effectivement, des niveaux trop bas dans la branche, et j'entends une politique d'investissement qui se mesure au volume d'investissement. Il n'y a pas que le volume, en fait, en termes d'investissement, c'est la qualité de la formation, donc le contenu, donc la définition du métier. Tout est lié. Et en réalité, lorsqu'on définit le métier, on définit la formation en fonction du métier. On ne définit pas la formation en fonction des tâches et donc de l'emploi qui va être réalisé. Parce que sinon, effectivement, l'investissement en termes de volume peut être important, mais la qualité n'est pas là pour réaliser le métier et la sécurité. Deux, trois autres thèmes sur la prévention. Il s'agit bien évidemment aussi d'une question de moyens. Et je le lis complètement à ce qui a été évoqué ce matin, mais que je rappellerai peut-être plus tard, sur quels moyens humains, quel maillage territorial, quels besoins on a en termes de proximité. Et je pense que c'était évoqué un peu ce matin, j'évoquerai peut-être plus tard aussi, on a besoin d'instances de proximité, avec des vraies prérogatives, avec un rôle de prévention, sans reproduire ce qu'étaient les CHSCT, mais en reproduisant, par contre, leur mission et leurs prérogatives. Sur Classifrimu, je ne reviendrai pas dessus, mais je ne peux pas laisser passer le fait de dire attention au premier propos que j'ai tenu, attention des vecteurs de destruction. N'oublions pas qu'il y a des règles et que la primauté d'un accord de branche
efface tout ce qui existe dans l'entreprise sans pour autant que l'entreprise soit capable ou nécessaire de réaliser un accord. Aujourd'hui, il s'applique dans l'entreprise sans que l'entreprise soit obligée de négocier un accord d'ailleurs. Ce ne sont pas exactement les mêmes signataires de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche, puisque l'accord d'entreprise, elle n'est pas valide. Alors, on considère, à la CGT, en tout cas on a la conviction qu'il ne peut pas avoir de haut niveau de sécurité si les deux éléments qui le fondent ne sont pas présents. Alors, un élément a été évoqué ce matin, hein, c'est donc le développement du service public ferroviaire, hein, et de son investissement et de son financement, dans le cadre bien sûr du service public et dans la perspective ou dans le but d'atteindre une entreprise unique et intégrée. Et le deuxième élément, alors Thierry l'a évoqué largement ce matin, cet élément-là, le premier élément, le deuxième élément qui était aussi abordé un peu ce matin, mais plus largement cet après-midi, c'est le cadre social qui permet un haut niveau de sécurité. Et dans ce cadre social, nous on y porte un nouveau statut du cheminot, alors qui dépasse très largement à la fois le contenu et le périmètre du statut JRH 001 qu'on connaît aujourd'hui à la SNCF. Il a inclus des axes qui nous semblent centraux. Le premier axe, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la formation professionnelle. C'est ce qui détermine les métiers, l'exercice des métiers, et bien sûr ce qui permet aux cheminots de posséder l'ensemble des savoirs et des savoir-faire pour l'exercer dans de bonnes conditions. Et je l'ai dit tout ce matin, c'est pas qu'une histoire de volume, c'est une histoire aussi de contenu, cette formation professionnelle. L'entreprise la direction SNCF qui s'est précipitée à supprimer ces pilotages métiers, notamment les directions métiers, mais aussi des instances qui existaient au travers le statut. Hein. Je vous rappelle, il y avait les CPC, il y avait des commissions fonctionnelles HSCT qui parlaient de la prévention. Tout ça a été supprimé avec une précipitation. Alors je suppose que vous vous en souvenez, hein, très rapidement, commission du statut, et on a supprimé tous les articles qui faisaient référence à ces éléments-là, qui étaient pourtant de métier, de proximité, et qui surtout avaient une valeur de prescription. On pouvait établir une prescription à ce niveau-là. Donc la formation professionnelle, un pilotage métier, une définition des métiers, un socle de formation commun en termes de sécurité système, la prévention avec la mise en place des comités, c'était évoqué ce matin, de proximité en matière de santé et conditions de travail, avec des prérogatives, un maillage territorial plus fin, bien plus fin, ce qui existe aujourd'hui, ce qui existe pour les RPX, et avec des véritables prérogatives en réalité. Et un autre élément qu'on a évoqué aussi, c'est la rémunération. Et je vais y venir rapidement, sans rentrer dans le détail. Une totale injustice hein, d'avoir aujourd'hui dans la même entreprise possibilité d'une progression salariale automatique complètement dégagée de potentiels objectifs économiques plus ou moins affichés. Hein, et un dispositif de progression salariale qui est tellement opaque qu'on comprend bien que l'objectif économique supplante les considérations de sécurité et conditionne l'exercice du métier et ses conséquences en termes de sécurité. On revendique donc une grille unique des salaires pour l'ensemble des cheminots. C'est d'ailleurs la revendication qu'on porte aussi dans la branche ferroviaire. L'ensemble de ces éléments-là, bien plus large en termes de statut du cheminot, puisqu'on aborde plus largement l'organisation du temps de travail, les conditions de travail, on va aborder aussi en lien direct ou plus ou moins indirect, c'est bien évidemment la réduction du temps de travail, l'action sur la pénibilité, on n'a pas évoqué parce qu'on n'a pas eu le temps, mais l'action sur la pénibilité, on a aussi des revendications précises sur la pénibilité, et on porte des revendications dans ce nouveau statut des cheminots en termes de pénibilité et de sa réduction de la pénibilité. L'ensemble de ces éléments-là sont à la main de l'employeur en réalité. Bien évidemment, avec les exigences qu'on va porter et de la manière dont on va les porter dans la construction d'un rapport de force, bien évidemment. Mais l'employeur, aujourd'hui, il est soumis à aucune injonction, qu'elle soit de l'Europe, du gouvernement ou de qui que ce soit, en termes de droits sociaux. Sur ces éléments-là, l'employeur a la main. Donc, pour nous, un haut niveau de sécurité ne s'entend que par un haut niveau de droits sociaux
et le développement de services publics ferroviaires.